Voilà, ok, parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle session d'inspiration. Donc mon nom est Ferdinand Casier d'Agoria et j'aurai le plaisir d'être votre hôte pendant toute cette session qui compte pas mal de participants, une petite cinquantaine de participants, ce qui est pas mal pour une session d'inspiration, ce qui veut aussi dire que le sujet abordé est un sujet qui intéresse quand même pas mal de monde. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord donner une petite intro peut-être sur le programme Digital Wallonia for AI. Il faut savoir que cette session est aussi organisée en collaboration avec l'Agence du numérique et le programme Digital Wallonia for AI. Et puis après cette petite introduction, on donnera la parole aux deux témoignages clients que je remercie déjà vraiment fortement parce que c'est quand même pas mal d'avoir un partage d'expérience qui vient à chaque fois du terrain. Donc, merci déjà aux orateurs. Bien, pour commencer, je voudrais simplement, euh, voir ici, voilà, mettre en avant en fait dans quoi est-ce que ça cadre. Donc, en fait, chez Agoria, on organise déjà depuis pas mal d'années des sessions d'inspiration, depuis 2020. Donc, je tenais quand même à le mentionner qu'il y en a déjà pas mal qui sont encore en ligne. Donc, vous pouvez aller sur le site agoria.be/AI. Et là, vous verrez sous le point 2 un onglet bleu qui indique Découvrir les AI Inspiration Sessions. Quand vous cliquez sur cet onglet-là, vous verrez toutes les sessions qu'on a déjà organisées. N'hésitez pas à aller dessus. Elles sont disponibles, gratuites. Et voilà, c'est chaque fois des témoignages d'entreprises belges qui ont implémenté d'une façon ou d'une autre l'IA dans leur entreprise. Et je crois que ça peut inspirer quand même pas mal d'autres entreprises à ce niveau-là. Alors, ces sessions sont en anglais, en néerlandais, en français, donc il y a un peu un mix de tout, comme d'habitude. Euh, mais je tenais vraiment à le mentionner parce que c'est quand même très riche en informations. Également, cette session-ci, on va la mettre aussi après sur ce site web, comme ça, si vous avez encore des collègues qui veulent la revoir, il y a toujours moyen de faire ça. Donc déjà pas mal de participants depuis le début de ces sessions d'inspiration, hein, certainement plus de 1000 participants. Et nous continuons à en organiser régulièrement, j'y reviendrai immédiatement là-dessus. Alors comme je disais au début, ce programme cadre dans, ou en tout cas ces sessions cadrent dans le programme Digital Wallonia for AI, qui est vraiment un grand programme sur la Wallonie pour toutes les boîtes wallonnes, et un très beau programme avec pas mal de financement aussi. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais quand même mettre une, en tout cas, une action fort en avant, c'est l'action Startia. Je crois que dans les témoignages qu'on va entendre ici, certaines sociétés l'ont suivi, et donc on verra aussi toute l'utilité de ce type de programme. Donc, c'est un programme qui est subsidié par digitalwallonia.be avec l'agence du numérique et qui permet d'avoir quand même plus de 70% du montant de l'accompagnement qui est subventionné. Concrètement, c'est quoi un Startia? Un Startia, c'est un accompagnement de plus ou moins 4 à 5 jours, espacé sur 3 mois, dans votre entreprise, par un expert IA. Avec comme objectif, voilà, vous le voyez là sur le slide, de faire un scan de maturité, mais surtout de bien identifier quels sont les use cases potentiels pour vous dans votre entreprise. On entend quand même assez souvent des entreprises qui nous disent très bien, l'IA, j'en entends parler constamment, mais je ne sais pas comment commencer. Eh bien, ici, vous avez un outil qui est à votre disposition pour faire ce premier pas, pour faire ce travail quelque part stratégique, hein, de réfléchir sur ce que l'IA peut signifier pour votre entreprise et de faire ça avec des experts IA qui savent bien mapper tout ça, utiliser des bons outils aussi pour faire remonter toutes les possibilités qui sont là, enfin, peut-être pour vous dans votre entreprise. Fatalement, on parle d'IA, mais ça veut dire qu'on parle aussi de données. Donc, pendant ce Start IA, on va également regarder sur tout ce qui est structuration et gestion des données. Et puis après, on regardera aussi sur tous les use cases potentiels qui ont été détectés, peut-être en prendre un ou deux, les plus pertinents, et voir pour ces un ou deux projets, mais quel est vraiment l'impact de ces projets sur votre société, c'est-à-dire l'impact sur le personnel, l'impact sur les processus en interne,
et peut-être même aussi l'impact sur le business model, hein, si on va un peu plus loin. Également, le ROI sera abordé, et puis une estimation budgétaire et un plan d'action. Donc vraiment, en 3 jours de temps espacés sur plusieurs semaines, même 4-5 jours de temps espacés sur plusieurs semaines, vous avez un bon plan d'action pour vous lancer, pour commencer vraiment un trajet IA. Donc je le conseille vraiment fortement. C'est un très beau parcours. C'est un parcours qui se fait avec des acteurs, des experts IA du secteur privé, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette connaissance du terrain, et ça on trouve vraiment important qu'on ait vraiment des gens, des experts qui ont ce feeling et cette connaissance du terrain pour vous aider et pour y voir un peu plus clair. Vous pouvez également avoir plus d'infos si vous allez sur notre site agoria.be/AI, toujours le même site, en fait, là un peu plus bas, en dessous des sessions d'inspiration, vous verrez qu'il y a un onglet pour la Wallonie. Et alors là, vous verrez ce qu'il y a moyen de faire à ce niveau-là. Le programme existe aussi en Flandre, je le mentionne au cas où. Vous avez des entités en Flandre. Mais donc, c'est un beau programme qui tourne vraiment très bien. Si on fait un start IA et qu'on a son plan d'action, le but est de faire un pas plus loin. Et généralement, mais pas toujours, mais généralement, on voit que ça va plutôt vers un POC, hein, un Proof of Concept, pour valider l'idée. Et donc, ce Proof of Concept est également subsidié pour 70% par la région Wallonne. Il s'étale sur plusieurs mois, plus ou moins 9 mois, plus ou moins. Et c'est vraiment une belle aide aussi pour vraiment travailler concrètement sur ce projet que vous aurez identifié peut-être pendant un start IA, et de voir s'il est valide et s'il est prêt à passer après en production, donc pour opérationnaliser après le projet. Le but, naturellement, est toujours de opérationnaliser, de mettre ça en production et de ne pas rester à un stade de POC, ce qui serait assez dommage. Voilà pour ce qui existe. Il y a déjà pas mal d'entreprises Sweden qui ont été aidées grâce à ce programme, hein. Vous voyez un peu les chiffres ici. Je mentionne surtout le 330. C'est 330 projets IA financés. Ce sont 330 organisations, donc privées et du secteur public, parce que c'est également ouvert au secteur public, qui ont suivi essentiellement un Start IA ou un tremplin IA. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe déjà assez conséquent d'organisations. Et puis l'ensemble du programme est naturellement beaucoup plus large, hein. Il rassemble tous les chercheurs aussi. Il y a des campagnes de sensibilisation à la radio. Je crois que ces derniers temps, on l'a entendu plusieurs fois sur la première. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Bien, avant de commencer cette session-ci, je mentionne encore 2 autres sessions qui auront lieu la semaine prochaine. Ne pas hésiter, mon collègue Jelle Oudemakers va tenir une session sur l'AI Act, hein, la fameuse régulation européenne. N'hésitez pas à suivre cette session-là. Je crois que c'est riche en enseignements aussi et assez important pour rester bien dans les clous dans ce que vous faites. Voilà. Et on a également la semaine prochaine, le 29 mars, une session d'inspiration avec Madame Ingrid Février de Confidencia sur l'impact de l'IA dans le développement de nos organisations. Voilà, je vais mettre tout à l'heure dans le chat le lien vers ces 2 sessions. Comme ça, vous pourrez également vous inscrire pour ces 2 sessions. Alors, pour tout contact par rapport à ce programme, n'hésitez pas à contacter ma collègue Émilie Fauquedet, dont les coordonnées sont ici. C'est elle qui gère vraiment tout le programme ensemble avec Antoine Hublet de l'Agence du numérique. Bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Le petit intro est terminé. On a deux témoignages. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier témoignage, qui est le témoignage de Concepcio, un bureau d'études, pour améliorer l'efficacité énergétique, surtout par rapport au système de traitement d'air. Donc, c'est assez spécifique, mais ça permet vraiment de voir, je crois, de façon assez juste l'impact que l'IA peut avoir, parce qu'on n'est pas du tout à utiliser l'IA pour le plaisir d'utiliser l'IA, mais quand on voit qu'une technologie a vraiment un impact considérable, eh bien, je crois que ça vaut la peine de mettre ça en avant. Et pour cela, on a Monsieur Alix Goossens, Technical Manager chez Concepcio, et Philippe Mack, qui est le fondateur de la société Pépite. Philippe, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Ferdinand, et de nous avoir donné l'opportunité avec Conceptio de présenter ce cas d'usage. Alors, je ne sais pas, est-ce que Alix, qui est ici, veut peut-être dire deux, trois mots sur Conceptio. Je ne sais pas si tu partages la présentation, si je la partage, comme tu préfères. Oh, je l'ai ouvert déjà, donc je peux la partager, oui. Et j'en Ok, profiterai pour présenter Conceptio. très bien. Ok, donc je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation, oui? Oui. Voilà. Peut-être juste encore une petite remarque. Donc, on va plus ou moins avoir un bon quart d'heure par présentation, un Oui. quart d'heure, 20 minutes max. Et puis, on aura à chaque fois un Q&A, donc un question-réponse, en fait, après chaque présentation. Donc, n'hésitez pas, donc là, je m'adresse vraiment aux participants, à mettre vos questions dans le chat et on les reprendra alors pendant le question-réponse qui va suivre chaque présentation. Merci. Ok. Très bien. Et donc, bonjour à tous, hein. Merci effectivement à Doria pour cette opportunité de vous présenter un peu ce qu'on a pu faire en collaboration avec Pépite et comment on a pu améliorer une installation technique grâce à l'IA. Alors, juste avant de commencer, je vous quelques mots sur Conceptio, si j'arrive à. Voilà. Donc, Conceptio, c'est un bureau d'études en technique spéciale. Donc, en gros, on met notre savoir-faire et nos compétences d'ingénieur mais pour avoir un monde meilleur, je dirais, hein. En tout cas, on travaille pour que les installations techniques qu'on délivre soient le plus sustainable possible, hein. Et en tant que bureau d'études, on a la mission de faire des infrastructures techniques sur mesure pour nos clients, bien sûr en fonction de leurs besoins et des régulations en vigueur. Alors, nos clients, qui sont-ils? Donc, on est particulièrement actif dans les life science et donc, ben, vous voyez un peu nos différentes répartitions de notre chiffre d'affaires chez Conceptio. Mais donc, on travaille principalement dans le pharmaceutique et les biotechnologies, dans l'hospitalier, dans l'agroalimentaire et puis plutôt à l'opportunité en fonction des clients qui pourraient nous solliciter. On travaille aussi un peu dans euh, la chimie ou la pétrochimie. Mais donc on est focalisé en tout cas sur tout ce qui est industriel et on ne travaille pas pour du résidentiel ou pour du tertiaire, mais vraiment infrastructure industrielle, et comme vous l'avez compris, principalement sciences de la vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme étape chez Conceptio? Ben, en gros, on est impliqué dans toutes les étapes de projet. Donc là, on peut revoir un peu le chemin d'un projet classique, hein, avec ce qu'on appelle le conceptual, qui en gros représente la programmation. Et donc, on va pouvoir aider les clients effectivement à imaginer l'infrastructure qu'ils devront mettre autour de leur process, de leur procédé de fabrication. Parfois, on a des bio-ingénieurs qui ont trouvé une chouette molécule, mais qui ne connaissent pas bien la réglementation, ou qui ne savent pas exactement quelles sont toutes les infrastructures qu'ils doivent venir mettre autour de ça pour pouvoir commencer à produire leur éventuel médicament. Et donc, on peut les aider à faire ça. Et ensuite, ben, on déroule un projet de manière assez classique, comme dans toutes les études techniques, avec un avant-projet ou un basic design qui va un peu répondre à la question comment ça va fonctionner, quels sont les systèmes qu'on va mettre autour de ça. Un projet détaillé où on va ben, avoir des plans, des cahiers des charges, des métrés, une sélection d'entreprises, on fait le suivi de chantier et deux petites choses qu'on fait en plus chez Conceptio qui n'est pas forcément fait dans tous les bureaux d'études. On a l'aspect qualification et validation qui est bah, propre au pharma, hein, qui est en gros l'assurance qualité, que le médicament qu'on va produire dans l'usine pharmaceutique ben, va correspondre à la charte de qualité qui fera en sorte ben, qu'au final, le patient ne prendra aucun risque et ne sera pas malade, quoi. Donc, on ne peut pas tester les médicaments un par un de manière destructive. Donc, on va s'assurer que tout ce qui est mis en œuvre pour fabriquer le médicament respecte une charte qualité et ça va se faire par des mesures en ligne, par toute une série de tests et de vérifications très protocolées avec beaucoup de signatures, de témoins, etc. et qui va être après audité par l'AFMPS, hein, qui est l'agence belge qui vérifie si effectivement les boîtes qui fabriquent les médicaments répondent bien à tout ça.
Et enfin, on a aussi une cellule maintenance chez nous qui va pouvoir vous aider à mettre en place vos plans de maintenance et qui feront des analyses de risque sur les différentes machines et équipements que vous avez dans votre processus de fabrication pour vous aider justement à programmer au mieux vos maintenances, vos stocks de réserve, etc. Et enfin, les techniques dans lesquelles on travaille, et en gros, on fait à peu près toutes les techniques qui touchent à l'infrastructure industrielle pour un bâtiment, notamment pharma. Et donc, on aura tout ce qui est finition, cloison, etc. La ventilation, évidemment, chauffage, refroidissement. Les clean utilities, ce sont toutes les utilités propres qui se rentrent en général dans la fabrication du médicament, comme des eaux purifiées, des vapeurs pures, etc. Électricité, évidemment. Basse tension et haute tension, et courant faible et courant fort, l'automation, et puis les différents équipements qui peuvent rentrer dans la fabrication. Voilà, donc en deux, trois mots, ce qu'on fait chez Conceptio. Ici, un slide pour Pépi, donc je vais laisser la parole à Philippe peut-être, pour expliquer en deux mots. Oui, oui, très, très rapidement. Je pense qu'en fait, nous, on travaille dans le domaine de tout ce qui est exploitation de la donnée industrie et usine depuis un peu plus de 20 ans, avec une spécificité, c'est d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où on a compris qu'il y avait des limites aux ressources naturelles, qu'il y avait des limites aussi à, je dirais, les écosystèmes qu'on est en train je dirais, d'exploiter. Et la donnée est quelque chose qui est devenu par ailleurs présent un peu partout et encore très, très, très peu inexploité pour justement essayer de relever tous les défis qui sont face à l'humanité et notamment l'industrie. Donc, notre mission, c'est clairement de pouvoir aider les industriels à améliorer la performance de leur outil de fabrication en utilisant au mieux les données et en mettant en place aussi des outils qui sont utilisables par les industriels. Donc, notre segment de marché est clairement, nous, vraiment focalisé sur la gestion de la donnée capteurs qu'on va pouvoir trouver dans les usines et l'exploitation de ces données-là grâce à des outils qui sont simples à utiliser par des non-experts de l'intelligence artificielle, puisque ça ne court pas nécessairement les rues aujourd'hui. Et donc, l'industrie, elle doit pouvoir faire avec ses propres moyens et ses propres ressources pour optimiser. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ici, on a aussi entamé cette collaboration avec Conceptio pour leur donner aussi, quelque part, la capacité d'attaquer des problèmes un peu plus compliqués dans l'industrie et d'amener une plus-value dans leur segment et dans leur secteur d'activité. Donc voilà, très, très vite, je vais recéder la parole à Alix pour aller un peu plus loin alors du concret de ce que nous avons fait ensemble. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc, comme l'a bien dit Philippe, on a collaboré avec Pépite parce qu'il y a des projets qui deviennent assez complexes sans l'intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet en quelques mots, on s'est penché sur un groupe de traitement d'air, hein, donc une centrale de traitement d'air pour un de nos gros clients pharmaceutiques et voir comment on pouvait optimiser au final le fonctionnement de cette centrale de traitement d'air pour notre client. Il faut savoir que en fait, le traitement de l'air, c'est peut-être un des aspects les plus énergivores des techniques du bâtiment, hein, surtout dans le pharmaceutique ou pour les salles propres, donc les salles stériles, les clean rooms aussi, comme on dit. On brasse énormément d'air et donc toute cette air doit être pré-traité, traité, refroidi, réchauffé, humidifié, déshumidifié, et tout ça est très consommateur. On parle en général de 40, 50, 60, sans renouvellement horaire d'un local. Et donc, typiquement, dans votre bureau où vous allez renouveler l'heure une fois par heure, donc où on renouvelle le volume du local une fois par heure, on sera, comme je le disais, une centaine de fois pour du pharma, et donc 100 fois plus de consommation, donc des grosses consommations énergétiques pour le traitement de l'air. Et donc, avec Pépite, on a regardé à comment on pouvait optimiser du coup ce traitement de l'air et les différents paramètres qui vont venir là derrière. Alors, comment on a fait? On a d'abord analysé toutes les données sur un système existant. Donc, tout ça, c'est basé sur un système qui était déjà en fonctionnement. Une fois qu'on avait les données, on a défini une stratégie et voir au final quelles étaient les performances, les indicateurs de performance clés pour pouvoir justement agir sur cette consommation énergétique et comment traduire cette consommation énergétique dans une formule.
Et ben, grâce à ça, derrière, on a pu identifier au final quelles étaient les meilleures configurations de fonctionnement sur base du fonctionnement qui s'était déjà passé, et puis après de faire tourner le machine learning pour encore améliorer et mieux définir ces paramètres. Donc, comme je le disais, voilà la photo de la centrale de traitement d'air sur laquelle on s'est penché. On voit qu'il y a toute une série de sondes dessus, hein. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà, il y a une vingtaine de sondes sur cette centrale qui vont venir chercher la pression, la température, l'humidité, l'ouverture des vannes sur les batteries, chaudes, froides, les diffusions de vapeur. Et donc, une vingtaine de sondes qui vont prendre une information, une donnée à la seconde. Et donc, 20 sondes qui prennent une information à la seconde, sur une année, ça fait plusieurs centaines de millions de données, hein, d'informations à recouper, souvent toute une série de dimensions en fait, hein. Donc, comme je le disais, vous avez différentes températures, température d'entrée, de sortie, après la batterie, les humidités, l'humidité qui est relative et donc qui va varier en fonction de la température qu'on aura à la suite de différents éléments, les vannes qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc, au final, beaucoup de paramètres qui, j'ai envie de dire, pour un cerveau humain, deviennent difficiles à pouvoir évaluer de manière globale, quoi. Et donc, c'est là qu'on a vraiment eu un support de l'IA avec Pépite et avec leur logiciel qui a permis, du coup, de mettre toutes ces informations en musique suivant différentes dimensions pour pouvoir, au final, en sortir des graphiques qui, pour nous, étaient lisibles. Et donc, de pouvoir se concentrer sur certains aspects et déjà pouvoir identifier une série éventuellement d'anomalies sur le fonctionnement de la centrale, quoi. Donc déjà, il y a eu un excellent travail d'analyse de toutes ces données qui ne se fait pas forcément sur l'installation technique de manière générale parce que voilà, on démarre nos installations et tant qu'au final, il n'y a pas de plainte du client parce qu'il fait trop chaud, trop froid ou trop humide, ben, on ne va pas forcément voir ce qui se passe derrière, quoi. Et donc là, cette première étape déjà était un plus parce que ça nous a obligés quelque part à analyser le fonctionnement et voir si tout fonctionnait bien comme ça avait été prévu, quoi. Une fois que toutes ces données ont été rentrées et que le logiciel a fait son travail, on a pu du coup ressortir de tout ça les paramètres qui avaient une grosse influence au final sur l'énergie, quoi. Et donc, grâce à l'analyse de ces données, on voit tout de suite quels sont les paramètres, hein, comme la température, l'extraction de température, qui vont venir impacter fortement notre consommation énergétique sur base de la formule qu'on avait définie ensemble. On voit les paramètres qui viennent là-dessus, qui sont effectivement des paramètres qui pourraient avoir un gros impact et donc sur lesquels il faut se concentrer et voir comment on peut affiner ces paramètres pour finalement consommer moins, quoi. Encore une fois, tout ça basé sur des situations qui ont existé, qui ont été analysées sur base du vécu de la centrale de traitement d'air. Et donc, on sait qu'on respecte quelque part les normes et les conditions qui étaient imposées par le client derrière, parce que justement, on se base sur du vécu sur lequel on sait qu'il n'y a pas eu de souci et que ça a bien fonctionné comme ça, quoi. Et donc, on peut se concentrer du coup sur certains paramètres et définir ensemble que, par exemple, la température devait être cantonnée entre telle et telle valeur. Et grâce au machine learning et à cette optimisation, on a pu se rendre compte que après l'optimisation, on a gagné jusqu'à 27% d'énergie sur la consommation de cette centrale de traitement d'air. Donc, quelque chose qui est quand même pas du tout négligeable. Comme je le disais, c'est des groupes qui consomment pas mal d'énergie. Pour ce groupe-ci, par exemple, si on parle de 10 000 mètres cubes, on est aux alentours de 30, 40, 50 000 euros par an juste en consommation énergétique, quoi. Et donc, forcément, consommation énergétique aussi, économie financière. Et donc, voilà, un retour d'expérience très, très favorable au final pour notre client et pour la planète tout court. Donc, voilà, donc une très belle, une très belle réalisation qu'on a pu faire avec Pépite et que je remercie encore d'ailleurs pour notre support, pour pouvoir analyser toute cette donnée et finalement arriver à réduire globalement cette consommation énergétique. Voilà. Donc, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je ne sais pas, Ferdinand, si on enchaîne les questions Merci beaucoup. Je directement. ne sais pas si Philippe a encore quelque chose à rajouter Ah, par peut-être, rapport à oui, la Philippe. présentation. Tu es sur mute, Philippe. Oui. Voilà. Non, je pense que je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Je pense que ici, Alix a bien expliqué un peu je dirais les objectifs et les résultats qui sont obtenus.
pense qu'il y a eu un bon travail collaboratif entre les deux équipes, je dirais même les trois, parce que le client était impliqué aussi. Je pense que c'est évidemment très important quand ce genre de projet-là, évidemment, d'être sûr que on travaille correctement ensemble et qu'on met les ressources qu'il faut pour pouvoir avancer. Ici, je pense que ça s'est très, très bien passé entre les différents acteurs du projet pour à la fin avoir quelque chose qui est réellement exploitable sur le terrain. Mais quelle était la difficulté principale à rencontrer sur ce projet? Je dirais qu'une des premières difficultés qu'on a eues, comme je le disais, c'était de pouvoir traiter ces centaines de millions de données, en fait. Et donc, je sais qu'on a eu un peu de soucis au début pour pouvoir récupérer les informations de chez le client et transvaser ça dans le data maestro de chez Pépite, hein, où vous vous rendez bien compte que des centaines de millions de données qui doivent se retrouver dans la bonne case, au bon moment, dans la bonne heure, etc. C'était un peu challengeant, et donc on y est arrivé, mais c'est vrai que ça a demandé un peu d'essais-erreurs pour finalement aboutir sur la bonne solution, quoi. Ok, ouais, ouais. Euh, je me demandais aussi par rapport à la fluctuation des prix d'énergie. Est-ce qu'il y a moyen de prendre ça en compte, donc de prendre vraiment en compte ces tarifs d'énergie qui peuvent fluctuer dans le projet? Oui, alors je ne sais pas si peut-être Claire pourrait nous aider là-dessus. Sinon, je sais que effectivement, c'est des paramètres qui rentrent en compte, et donc on doit pouvoir mettre à jour, mettre à jour dans le logiciel pour pouvoir effectivement suivre ces avancées, ces améliorations énergétiques en fonction du prix, quoi, oui. Oui, Ouais. effectivement, c'est quelque chose qu'on peut intégrer, c'est les fluctuations. On peut même jusqu'à intégrer, je dirais, les prix du marché spot et aussi tout le statut même du réseau de manière à avoir à ce moment-là quelque chose qui est totalement dynamique en termes. Ici, on a vraiment pris une optimisation, entre guillemets, plus ou moins sur base d'un prix moyen, mais on peut tout à fait passer en mode dynamique et intégrer en temps réel les prix du marché. Ouais. D'accord, ouais. Bon, ici, donc, c'est un processus qui a été amélioré, euh, qui est proposé aussi par la solution IA qui a été mise en place. Est-ce que c'est toujours en accord avec ce que peut-être le monde de la pharma exige? Je veux dire, il y a peut-être des exigences aussi qui doivent venir du monde de la pharma pour que ça reste vraiment, ou que le processus reste selon un certain procédé. Et d'un autre côté, on a l'IA qui peut proposer quelque chose qui est peut-être en désaccord avec ça. Oui. Alors effectivement, je vais bien le mentionner, la pharma, c'est quelque chose de très contraignant où beaucoup de paramètres doivent être respectés, comme je l'expliquais avant dans la validation, où première chose, c'est effectivement de garantir la sécurité des gens qui vont prendre les médicaments qu'il y a derrière. Et donc, avant de faire des économies d'énergie, on est évidemment sur le respect des réglementations et des consignes, etc., pour pouvoir fabriquer ça. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'en fait, on s'est basé sur la vie de l'installation avant, sur tous les points de fonctionnement par lesquels elle était déjà passée, et qui, du coup, on le savait, respectaient quelque part les consignes à l'intérieur des locaux pharma. Et donc, on a pu trouver, malgré les contraintes réglementaires et de bon usage de la pharma, on a quand même pu, comme vous pouvez le voir, trouver des optimisations et finalement réduire pas mal la consommation énergétique, quoi. Donc c'est compatible, peu importe, j'ai envie de dire, les contraintes réglementaires ou de consignes qu'il y a derrière, il y a quand même un bon moyen d'optimiser le Ouais, fonctionnement, d'accord. quoi. Ok, parfait. Bien, mais super, hein. Donc, peut-être encore une toute dernière question. Vous avez montré la photo de la centrale, enfin Oui. de l'installation que vous avez traitée. Vous avez trouvé une solution pour ça. C'est facilement transposable vers une autre installation similaire Euh, En tout cas, c'était notre POC, hein, comme tu l'as expliqué au début, notre Proof of Concept. Et vu le succès de cette première mission, effectivement, on est en train ici maintenant de regarder pour la transposer à d'autres installations. Oui, tout à fait. Donc, c'est une centrale qui est assez typique dans l'industrie. Et donc, ce sera effectivement reproductible sur d'autres installations dans le futur. Et on regarde déjà pour pouvoir refaire ça. Soit chez le même client, voire même chez d'autres clients, quoi, oui. ouais. Ok, ben super. Tout au grand merci pour ce témoignage. Je regarde s'il y a encore des questions peut-être parmi les participants. N'hésitez pas à les mettre dans le chat.
mais je ne vois rien de mon côté. Donc voilà. Je me demandais peut-être encore une dernière question. Donc là, vous avez mentionné 27%. Mhm. Quand vous avez commencé le projet, vous aviez déjà une idée de pourcentage? Ou c'est vraiment quelque chose... c'était quoi l'objectif au tout début? Je dirais qu'on espérait bien que ça allait être quelque chose qui forcément allait optimiser la centrale, mais on s'attendait quand même pas à un tel résultat. Donc on était quand même Ouais, aussi surpris de voir qu'on pouvait économiser jusqu'à un quart des consommations. C'est quand même vraiment non négligeable, surtout sur des grosses consommations comme ça. Et donc personnellement, je m'attendais à effectivement un gain de 5 à 10%, mais pas un aussi gros gain sur la ouais. centrale, quoi. C'est vraiment la force de l'IA derrière qui a Oui, vraiment pu multiplier les choses, hein. Ouais, c'est ça. Et qui a permis de pouvoir jouer sur une vingtaine de paramètres où nous, en général, on arrive à en regarder un ou deux à la fois et on passe au suivant. Et donc, et toutes ces ouais, interactions et ces liens entre les implications entre tous ces multiples paramètres qui sont, sans intelligence artificielle, très difficiles à évaluer, quoi. mhm, ouais. Ok, parfait. Bien, merci beaucoup pour le témoignage. Je propose de passer maintenant au prochain témoignage, celui de Technor avec Vivaqua. Donc, on a, je vais juste reprendre mon slide ici. Euh, hop, 2 petites secondes. Voilà, ici. Donc voilà, pour ce témoignage, on a Monsieur Cluten, qui est chargé d'études économiques et asset management team chez Vivaqua, et Robert David, qui est Head of Data Science chez Technor. Voilà, je vous laisse la parole. Merci en tout cas pour l'opportunité, hein, Ferdinand. Je vais partager les slides. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est parfait. Merci. Oui, parfait. Mhm. Donc, le projet que nous avons développé avec Vivaqua suit la roadmap justement que tu as présentée au tout début du webinaire, hein. Donc, on a suivi l'initiative Start IA et Tremplin IA, c'est ce qu'on va décrire aujourd'hui. Donc, très rapidement, le thème, c'est quoi? C'est de pouvoir optimiser les coûts de consommation sur un site de Vivaqua, parce que depuis le 1er janvier 2024, ils sont passés à la tarification dynamique. Je vais commencer très rapidement par une présentation de Technor avant de laisser tout le champ libre à Manu pour pouvoir présenter Vivaqua. Donc Technor est ce qu'on appelle un intégrateur industriel, et donc c'est une société familiale qui existe depuis plus de 35 ans, qui a eu le prix de l'entreprise de l'année 2023, ici à fin 2023. Sur le slide que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la pyramide SIM au milieu, qui représente de façon très schématique un process industriel. Donc on a intégrateur industriel. Ça veut dire qu'on a des métiers au niveau ELEC, donc basse, moyenne et haute tension, ainsi que dans l'installation de capteurs et autres. Nous avons le corps de métier en process control et donc en automation, en SCADA, donc en écran de supervision, et en MES, qui donc est une couche d'informatique industrielle qui va aller chercher des infos dans le RP et qui va communiquer les ordres de fabrication et ce genre d'informations en opération temps réel dans les couches du bas. De même, quand il se passe des incidents ou que l'ordre de fabrication s'est bien passé, le MES va remonter des infos et alimenter le RP de façon à ce qu'on ait une vue agrégée et assez synthétique de tout ce qui s'est passé sur le procédé. Donc, on a les couches ici vraiment, on va dire, temps réel. À gauche, pardon, vous voyez l'activité IoT, Industrial Internet of Things, qui est donc un prolongement intuitif pour un intégrateur industriel, c'est d'utiliser des capteurs de Near Technology, typiquement sans fil, qui vont transporter, générer de nouvelles infos et les transporter via des réseaux dédiés, que peuvent être LoRa ou Sigfox ou le Wi-Fi de l'entreprise, et reporter ces nouvelles données directement en écran de supervision, en DB ou dans le cloud.
La différence par rapport au schéma classique de la pyramide, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation de la donnée. Donc, ce n'est pas les capteurs qui vont concentrer les mesures dans les PLC, qui vont les remonter et agréger de plus en plus les données. Là, c'est assez indépendant. Donc, typiquement, pour des applications style monitoring environnemental, c'est très intéressant. Vous prenez un capteur qui va mesurer température, pression et humidité. Vous mettez 2 piles de télécommande, vous faites un clic et l'info est transportée et monitorée. Alors, évidemment, on n'est pas en temps réel. On est dans une bande passante qui est plus limitée, mais voilà, à défaut pour l'environnemental ou du monitoring simple, c'est très convenient. À droite, vous voyez l'aspect AI, donc, qui est plus mon équipe, où on va aller chercher des données dans toutes les couches du process industriel de façon à pouvoir réaliser le projet étant un problème à résoudre chez le client ou une ambition d'optimisation et d'amélioration. Ce qu'on va faire, nous, c'est évidemment faire de la modélisation aussi qui est data-driven, donc du learning, régression, statistique, mining, etc. Mais on a aussi la particularité d'avoir dans l'équipe les compétences pour écrire des bilans physiques, donc des bilans de masse et des bilans d'énergie, qui vont donner directement des équations différentielles, donc du time series, et qui va servir de colonne vertébrale à un modèle, typiquement. Ça peut se faire quand les données le permettent. Comme le disait aussi Alix Gossens, tout dépend des données et il faut un historique suffisant que pour aller piocher et développer des modèles. L'idée étant à la fin de fournir de l'aide à la décision sur un procédé. Et donc, on parle aussi de digital twin si nécessaire. On peut faire la maintenance, évidemment. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Très brièvement, Technor. Maintenant, je laisse Manu présenter donc Vivaqua. Tu peux mettre éventuellement en mode présentation, comme ça on a un écran un peu Oui, plus si grand, tu veux. surtout sur la carte. Ouais. Donc en fait ici, Vivaqua, la présentation rapidement. Donc on est une entreprise qui produit de l'eau et qui la distribue essentiellement à Bruxelles, mais la moitié de notre eau produite vient à Bruxelles, pour le reste elle va aussi en Wallonie et en Flandre. Donc on produit environ 120 millions de mètres cubes par an. On est quand même assez fort sensible à la partie durabilité, donc c'est-à-dire effectivement la partie environnementale, parce que l'eau est un élément essentiel pour tous, mais aussi un élément que nous on essaye de rendre le plus propre possible. Et ça veut dire aussi pas de transport de plastique, pas de transport par camion, etc. Donc clairement l'eau du robinet a un avantage environnemental, mais aussi au niveau du coût pour les personnes. Et donc un aspect social important. Donc sur la durabilité, clairement, le produit de l'eau du robinet touche les trois aspects du triangle. On est le deuxième producteur d'eau potable en région wallonne après la SWDE. On a 1500 hectares de zone de prévention. Ça veut dire que Vivaqua est le troisième propriétaire terrien en Belgique. Parce que historiquement, les anciens de l'entreprise, comme on les appelle, avaient une vision de protection de la ressource. Alors sur la carte ici, vous voyez Bruxelles, mais vous voyez aussi les grosses autoroutes qui amènent de l'eau. À droite, dans la région de Huy, on a Modave, on a Vlange, etc. Mais on a aussi un peu Spontin. Donc tous les points jaunes que vous voyez à droite, ce sont plutôt de l'eau de source, donc de l'eau qui est de bonne qualité dès le départ et qui coûte vraiment pas grand-chose en termes d'énergie, puisque elle sort du sol et elle est directement accessible. Il n'y a qu'à la transporter. Et puis bon, comme vous le savez, en général, la Wallonie est plus haute que Bruxelles, donc l'eau coule simplement dès le départ. Il n'y a pas d'énergie dans cette eau qui vient de l'Est. L'eau de l'Ouest, c'est de l'eau de nappe, donc là on doit la remonter. Je conclurai peut-être sur ce point plus tard, sur la région de Mons. Et alors en rouge, vous avez Taillefer et Bois de Villers, qui est un de nos gros captages, qui produit aussi un tiers de l'eau à partir de l'eau de Meuse. Et là, c'est vraiment une eau traitée. Donc, on reprend l'eau de Meuse, on la traite et on la rend potable. Et puis, par contre, il faut aussi, puisqu'elle est au niveau de la vallée, il faut la remonter vers Bois de Villers, que vous voyez juste au-dessus. C'est le gros réservoir après l'usine de Taillefer qui va récupérer l'eau. Donc, il faut remonter l'eau au niveau de la colline. Et puis, à partir de là, elle va couler par gravité simple vers le nord
donc vers Bruxelles et vers d'autres opérateurs. Donc on donne aussi de l'eau, on vend de l'eau à la SWDE, à INBW dans le Brabant wallon, à Faris en Flandre, etc. Donc on est aussi un gros producteur d'eau. Et Taillefer est un élément essentiel puisque c'est un peu notre roue de secours. C'est un captage qui est activable avec beaucoup de flexibilité. Donc c'est à la fois la roue de secours pour Vivaqua, mais comme Vivaqua est la roue de secours aussi de producteurs comme la SWDE ou comme Faris, on est un peu un bon pied en cas de souci en termes de volume pour à la fois Bruxelles, mais aussi pour la Wallonie et pour la Flandre. Alors, le projet se situe essentiellement sur Taillefer. Et donc, c'est quoi Taillefer? Taillefer, comme vous le voyez à gauche, c'est la Meuse. On récupère l'eau de la Meuse. On monte l'eau d'à peu près 20 mètres. Donc, vous voyez le premier passage à gauche, c'est un premier tamisage pour enlever les plus grosses parties. Et puis, on va remonter l'eau de 20 mètres. Et globalement, elle va suivre après un parcours à peu de choses près. Comment dire, gravitaire. Et puis tout à gauche, on va se retrouver avec le stockage, donc qui est le dernier gros cube, là, où on a environ 30 000 mètres cubes. Et on va devoir remonter cette eau, c'est la flèche qui est la plus à droite. Et là, par rapport au premier 18 mètres, elle n'est pas du tout équivalente, puisqu'on on est à peu près à 150 mètres, oui, c'est 150 mètres de hauteur. Ouais. Donc, entre la Meuse et Bois-de-Villers, c'est 150 mètres. Et donc, on doit pomper à 16 bars pour que l'eau puisse remonter 150 mètres sans aucun problème. Et donc ça, c'était le gros challenge par rapport à cette consommation électrique, où vous voyez que l'usine globalement consomme 30 gigawatts par an, et le gros va se retrouver au niveau de ce pompage vers Bois-de-Villers. Donc, on a commencé par un Startia pour un peu se dire, tiens, sur le site de Taillefer, quelles sont les grandes opportunités? Et sans grande surprise, c'est au niveau du pompage. Mais là, je laisse la suite à Bob. Oui. Donc, on a eu cette opportunité de travailler avec Vivaqua via le Startia. Donc, Startia, c'est quoi? C'est en gros 40-48 heures de prestation avec un expert IA où on va aller voir la société, discuter de ses ambitions, de ses problèmes, et aussi discuter des données qui sont à disposition. Parce qu'évidemment, un projet Data Science IA sans données, ça ne le ferait pas. Et donc, ce qu'on a fait durant cette étude, c'est qu'on a visité le site, on a discuté avec l'équipe à bâton rompu. Et comme l'a dit Manu, si on revient sur le bilan, on va dire, la consommation qu'on a repêché via l'historique des données, on voit qu'il y a près de 80% qui vient de la consommation de ces fameuses pompes haute pression qui doivent refouler l'eau à 16 bars et 150 mètres plus haut. On voit qu'on a le reste. Donc, les 10% ici, 10 et 2 sur les blocs A, B et les consommations des ozoneurs qu'on retrouvait ici. Donc, ça veut dire que tout le reste ici, en cumulé, représente plus ou moins 20% de la consommation maximum sur site. Parce que, comme l'a dit Manu, c'est gravitaire. Donc, à part quelques manipulations au niveau électrique et autres, on n'a pas grand-chose, hormis ces pompes HP qui sont, faut le dire, ils sont assez énormes. Hein. C'est donc 6 pompes qui sont environ d'1,5 MW, qui propulsent 2500 mètres cubes par heure. Et tout le challenge de Vivaqua, c'était de se dire, voilà, avant, ils étaient en prix négocié jour-nuit. Et à partir du 1er janvier, on passe en suivant un tarif dynamique au niveau électricité. Donc, ce tarif dynamique de l'électricité étant très fluctuant et plus volatile selon certaines périodes, il y avait vraiment un intérêt à non pas, on va dire, réduire cette consommation énergétique, mais à réduire, pardon, la facture derrière cette consommation énergétique. Pourquoi? Parce que pour Vivaqua, pour le site de Taillefer, le dispatch à Bruxelles demande de propulser X mètres cubes d'eau par jour pour nourrir le réseau, comme vient de le décrire Manu. Donc, il y a toujours cet objectif de respecter le volume à propulser sur la journée, mais de bien choisir finalement l'instant où on devrait le faire. Donc ici, pour résumer, on en est donc arrivé aux conclusions du Startia en disant, effectivement, on peut travailler sur ce sujet, on peut optimiser finalement l'horaire, on va dire, de pompage, hein, finalement.
Donc, dans le tremplin IA, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à travailler plus sur les données. On a exploité l'historique. Donc, hormis la consommation énergétique aussi, mais on a redéfini la courbe de performance des pompes haute pression, qui sont des énormes équipements. On a redéfini cette courbe de pompe. On a modélisé l'installation. Et comment peut-on finalement, on va dire, jouer sur le pompage? Eh bien, tout simplement, ici, quand le dispatching demande, on va dire 100 000 m3 d'eau pour la journée, eh bien, la station nourricière qui prélève de l'eau dans la Meuse va simplement pomper le débit suffisant que pour avoir ce volume à livrer dans la journée. Le reste, donc, l'eau suit le traitement suivant le débit en question. Et l'opportunité qu'on a, c'est d'avoir des grosses citernes qui permettent d'avoir un buffer de 30 000 m3. Et donc, on peut choisir de remplir ces citernes ou de pomper le contenu de ces citernes. Et c'est ça qui permet de jouer finalement sur l'horaire. Et donc, propulser donc, ça après sur Bois de Villers. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette flexibilité en jouant sur cette capacité de buffering qu'on a sur le site, tout en garantissant évidemment la livraison du volume, comme je l'ai expliqué. Alors, le tremplin IA a donc joué sur cet aspect d'exploitation de données, de modélisation du procédé, parce qu'il y a un aspect prédictif. Donc, ça veut dire qu'on part sur une prédiction de ce que va être l'horaire de pompage basé sur ce que fournit un prestataire au niveau prix spot. Donc, par exemple, tous les jours, mettons à 16 heures, on sait quelle sera l'évolution du cours de l'électricité pour les prochaines 24 heures. Et donc, en fonction de ça, on va commencer à prédire quel devrait être le programme de pompage. Hormis cet aspect-là, l'optique du projet, c'est d'avoir un outil qui soit directement exploitable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre les données sur le site de Taillefer, les amener dans le cloud de façon à pouvoir faire des calculs et en ressortir des consignes et à terme avoir un outil qui puisse être utilisé par les opérateurs. Donc au niveau architecture, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un automate en IoT qui va aller chercher les données et les réinjecter, les retransmettre sur le site. Comme je disais, on va vers le cloud et faire travailler le modèle et réinjecter des résultats et fournir un nouvel écran à l'opérateur de façon à ce que lui ait effectivement ce conseil, cette aide à la décision par rapport au planning de pompage. Donc ici, un exemple donc, du dashboarding, ça c'est typiquement l'écran que l'opérateur a désormais. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On peut y retrouver des infos pour donc, les prochaines 24 heures, ici, et en grisé pour les 24 heures suivantes, donc à 48 heures. L'idée étant de fournir à l'opérateur l'horaire de pompage. Donc, on a ici, en dessous du graphique, on a les 7 pompes, mais il y en a une qui n'est pas utilisée. Mais on a en orange donc, les non-utilisations de pompes et en vert l'utilisation des pompes à proprement parler et qui sont détaillées ici en indication pour l'opérateur. Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on peut voir sur ce graphique notamment le prix spot en orange qui évolue au cours du temps. Donc, il y a évidemment des pics et des creux. Et en fonction de ça, eh bien, on va commencer à débiter l'eau ou à la garder dans les réservoirs. Donc ici, quand on a un creux au niveau de la courbe orange, on voit ici le débit total qui commence à augmenter pour pouvoir pomper en question l'eau quand c'est le moins cher. Et puis après, on continue de façon à pouvoir juger de ça. Alors, évidemment, quand j'ai dit, on tient compte du fait qu'il y a un volume total à livrer aussi. Donc, on a un buffering de 30 000 m3, mais on a des objectifs de fourniture de 100 à 150 000 m3 par jour. Donc, on fait tout un projet d'optimisation par rapport au prix spot de l'électricité et en tenant compte de la réalité de terrain qui est qu'est-ce qu'on a comme capacité de buffering et qu'est-ce qu'on doit respecter comme volume à livrer. Donc, on retrouve les différentes informations sur ce graphique que l'opérateur peut choisir les niveaux de réservoir, ce genre de choses, les infos qui lui vont le mieux. On peut retrouver une estimation aussi des performances, donc un prix moyen de refoulement, un prix moyen de refoulement avec l'ancien régime pour pouvoir faire un comparatif et juger donc la marge qu'on se fait, du ROI finalement qu'on a par rapport à ce projet, et le nombre de manœuvres qui ne doit pas être exorbitant non plus. Donc on ne va pas demander à l'opérateur de changer toutes les 10 secondes un champ de pompe, etc. Donc il y a des contraintes aussi humaines, qui soient pratiques et pragmatiques, et mécaniques, parce qu'on ne peut pas déclencher des pompes HP comme ça. Ce sont des gros mécanismes, ça peut très vite chauffer, donc il y a des contraintes aussi sur la façon de les utiliser. Tout ça est inclus
dans le projet d'optimisation, dans le module d'optimisation qui va définir tout l'agenda de pompage pour l'opérateur. Voilà, et donc il a aussi évidemment accès à certains paramètres, notamment les réservoirs de buffering, où il peut changer par exemple la hauteur ou le diamètre de façon à donner plus de marge de sécurité si nécessaire. Ça, c'est en fonction de l'avantage de ce type d'outil aussi à terme, c'est qu'on peut se dire, tiens, si on veut installer, mettons, un troisième réservoir pour avoir plus de volume de buffering, ça peut aussi s'envisager, ça peut être ajouté dans l'outil, on peut jouer avec. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir ce changement de paradigme aussi sur finalement le procédé. On change la façon de le conduire parce qu'on a l'aspect prédictif et donc l'aspect aide à la décision qui se fait de façon fluide et qui permet de jouer même sur un scénario éventuel si nécessaire. Donc au niveau des conclusions, tout le jeu évidemment du projet avec le start et le tremplin, c'est d'avoir un outil qui s'adapte donc aux contraintes qui sont maintenant la fluctuation du marché ELEC. Il faut que ce soit un outil qui soit aussi adapté pour les opérateurs, il faut qu'ils soient confiants dans l'outil, il faut que l'interface leur aille bien. Donc il y a aussi une itération par rapport à ça, hein. C'est l'intégration, c'est pas simplement un modèle d'optimisation, c'est aussi une intégration proprement parlée pour le day-to-day. Au niveau des gains pour Vivaqua, il y a évidemment, c'est certain, une économie d'énergie par rapport à ça, qu'on estime à bien supérieur à 10% par rapport à un usage, on va dire, classique, qui serait jour-nuit. Au niveau gain annuel, on est donc dans des coefficients qui sont très intéressants dans ce cadre-ci, puisqu'on est de l'ordre de 300 kg. Et évidemment, comme l'a dit Manu, il y a tout un intérêt aussi, c'est de pouvoir justement utiliser cette flexibilité du réseau et d'avoir cette intégration des énergies renouvelables dans la transition énergétique. Le ROI, quant à lui, il est inférieur à 4 mois dans ce cadre-ci. Je ne sais pas si toi, Manu, tu veux rajouter quelque chose, peut-être sur l'aspect transition énergétique aussi, quelque chose de très important. Oui, donc clairement, donc c'est un élément sensible pour Vivaqua et sur l'avant-dernier point, hein, le gain pour le réseau électrique, on se positionne pas comme étant uniquement un consommateur d'énergie, mais aussi comme un partenaire avec d'autres personnes qui sont impliquées, notamment sur le réseau, et ceci va nous permettre d'avoir plus de flexibilité pour nous-mêmes et également pour le réseau, puisque parfois le réseau nous demandera, on fait partie d'un projet, je pense que Pépite travaille en partie dessus d'ailleurs, un projet de flexibilité, de flexibilisation de la consommation sur les réseaux électriques. Et ça va nous permettre de participer, nous aussi, de manière active, en fait, à donner de la flexibilité au réseau et de pouvoir dire à un moment donné, OK, on comprend que le réseau a besoin, là, à un moment donné, de moins de consommation parce qu'il y a de la grosse consommation par ailleurs. Et nous, de pouvoir dire, on va intégrer ça dans notre capacité, nous, à être flexibles. Et alors, par rapport au deuxième point, qui était quand même assez important, donc l'adoption par les opérateurs. Alors clairement, on est sur une technique et une technologie ici, c'est l'IA, mais derrière, il ne faut pas oublier que les gens utilisent ça et clairement, on a senti dans les premières semaines, puisqu'on a testé l'outil en janvier, on a clairement senti d'abord de la résistance, de la non-compréhension et c'est le fait d'avoir Technor qui viennent sur place expliquer qui viennent répondre à chaque question, expliquer le pourquoi du comment de chaque élément, qui a permis en fait aux opérateurs de dire attendez, je vais d'abord faire à ma manière, se rendre compte que finalement si on ne respecte pas les propositions qui sont faites, on n'est pas dans l'optimum et de comprendre par test et erreur pourquoi l'outil apportait vraiment une valeur ajoutée. Donc c'est intéressant aussi cet aspect de courbe d'adoption par les opérateurs. Parce que petit point d'information important, c'est que comme on est dans le cadre de la loi NIS, comme on est considéré comme opérateur essentiel, pour nous, en termes de sécurité, c'est fondamental que le SCADA et les autres, enfin essentiellement le SCADA, ne soient pas connectés avec des appareils extérieurs. Donc ici, l'algorithme propose un schéma de fonctionnement, mais c'est bien l'opérateur qui opérationnellement réalise les opérations dans le SCADA. Il n'y a pas de lien direct entre les deux, il n'y a pas de commande de l'algorithme vers le SCADA. Donc l'opérateur garde la maîtrise malgré tout sur les opérations. Voilà pour l'essentiel ici, je pense, sur ce slide-ci. Eh bien, tout grand merci pour cette belle explication. Et puis, en effet, cette dernière remarque sur les opérateurs, c'est quand même
un point qu'on entend assez souvent, donc merci en tout cas là-dessus. J'ai peut-être juste une petite question, parce que je voyais bien tout le processus Colo depuis la Meuse jusque... Voilà, c'est quand même un assez long processus avec pas mal d'endroits. Donc avec, je suppose, au début, fatalement, des données qui sont assez décentralisées. Vous avez dit à un moment donné, ben, le but était de tout rassembler dans le cloud, hein, donc c'est comme ça que vous avez procédé pour centraliser, je crois, enfin si je me trompe pas. Donc, Euh, oui, donc à ce niveau-là, il y a évidemment toute la supervision du procédé qui est sur site. Et nous, on a juste pris les données utiles, on va dire, pour aller les exploiter dans le cloud de façon téléportée, oui. Mais ma question est plutôt, est-ce qu'il faut attendre Ouais. que tout soit centralisé avant de lancer un projet IA comme celui-ci, ou comment est-ce qu'on articule tout ça? Ouais. C'est un cas idéal qu'on ne retrouve malheureusement que rarement chez la plupart des clients ou des usines. Donc, il y a une partie des infos qui est centralisée classiquement via Historian ou ce genre de choses, mais il y a des données de qualité en amont, des données de qualité en aval. Il y a des données de maintenance qui sont dans des Excel aussi à gauche, à droite, ce genre de choses. Et attendre trop longtemps aussi d'avoir une magnifique forteresse en matière de données n'est pas forcément le meilleur choix, dans le sens où, notamment avec le Startia, avoir un premier vrai retour d'expérience par rapport à l'exploitation de données permettra aussi de prioriser ce qui doit être centralisé. Et donc, il ne faut pas se dire qu'il faut absolument tout centraliser, ou qu'il faut avoir des softs pour plein d'aspects différents, parce que là, on silote aussi finalement les données. Il faut se dire, voilà, par rapport à une exploitation de données qui peut apporter un ROI ou un nouvel outil, quelles sont les infos qui sont vraiment nécessaires et qu'est-ce qu'il est utile de centraliser ou pas pour avoir une source unique. Ça, c'est tout le sujet de la discussion dans les faisabilités du Startia, par exemple. J'ai encore une question d'un participant, de Philippe. Qu'est-ce qui empêche d'automatiser le démarrage ou arrêt des pompes? Pourquoi est-ce que cette partie-là n'est pas Ben ça, c'est ce que automatisée? Manu vient d'expliquer, en fait. Donc, c'est Oui, que sûrement par rapport c'est au un... NIS. Ouais, tout à fait. Ouais, Tout à ok. fait. Donc, Il y a cet aspect NIS, donc le fait qu'un algorithme cloud, par exemple, ne vienne pas donner des ordres au SCADA, ce qui pourrait permettre en fait à d'autres personnes de hacker cet algorithme éventuellement et de pouvoir alors rentrer dans notre SCADA. Et puis surtout aussi, il y a un élément de maîtrise, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est une aide à la décision pour les opérateurs, mais il est fondamental aussi que les opérateurs qui maîtrisent en fait l'ensemble de l'usine gardent une compréhension fondamentale du fonctionnement de l'usine et ne perdent pas par simplement se disant, ben voilà, tout fonctionne automatiquement, perdre finalement la compétence et la connaissance, connaissance ouais. qui est fondamentale parce qu'en fait, il faut aussi que cette usine puisse fonctionner en mode dégradé potentiellement et donc l'humain garde la connaissance et la compréhension du fonctionnement de son usine. Ok, bien, Donc c'est un parfait. équilibre à trouver entre les deux. Et alors peut-être conclusion aussi pour nous, on est tellement convaincus par ce Startia et ce tremplin IA qu'on a décidé, vous avez vu tout à l'heure la carte de notre production, vers Mons, on a plus des problèmes de qualité d'eau potentiellement, et on a décidé de repartir sur un nouveau Startia tremplin IA pour travailler, merci, sur la partie de gauche ici donc à Mons, hein, Glun, Nimy et Havre comme on le voit. Et ici on travaillera avec Pépite sur ce projet-là. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, je pense, c'est de pouvoir travailler avec différents acteurs, parce que fondamentalement, le marché est en croissance. Je pense que ces acteurs sont potentiellement concurrents, mais le marché est tellement gros, ou le développement du marché est tellement important que la concurrence, en fait, n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'on doit tous collaborer et pousser dans le même sens pour avoir un développement intéressant au niveau des entreprises et que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu dans tout cela. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cluten, Ouais, pour cette tout à belle fait. conclusion, ce qui me permet aussi de rappeler à tous les participants qu'on a en Wallonie, en effet, un très bel écosystème d'acteurs IA, qui se retrouve d'ailleurs sur le site Digital Wallonia for AI. Donc, on a pas mal d'acteurs dans des domaines très différents. C'est pour ça aussi que les Start IA et les tremplins IA sont certainement à conseiller, comme on a pu l'entendre ici. Encore un tout grand merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Monsieur Gossens, aussi pour votre témoignage
par rapport à votre cas d'étude et puis vous aussi, Monsieur Cluten, pour ce beau projet chez Vivaqua. Merci d'avoir consacré un peu de temps, de votre temps pour nous expliquer tout ça. Merci à Technor, à Bob et à Philippe de Pépite aussi d'avoir guidé tout ça. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite encore une bonne après-midi et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine session d'information qui ira sur l'AI Act, dont j'ai mis le lien d'inscription dans le chat, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ça. Merci beaucoup et à une prochaine.